Bien, donc comme je disais, donc le cours d'aujourd'hui, donc ça concerne bon, la partie concernant les, on va dire les middleware, c'est-à-dire la partie qui concerne généralement les systèmes distribués. Mais en fait, c'est une partie, il faut juste savoir que c'est une partie que vous allez beaucoup travailler l'année prochaine. Donc, une partie donc, donc, des systèmes distribués, donc nous allons essayer donc de les voir bon, c'est-à-dire cette année. Et particulièrement, on va s'intéresser à pratiquement c'est-à-dire aux solutions, aux technologies que vous allez beaucoup utiliser pour développer les applications, bon, à savoir les web services. Alors, donc, pour vous parler des web services, je vais d'abord vous faire un petit aperçu sur les architectures distribuées d'une manière générale. Donc, on peut dire que d'une manière générale, dans une entreprise, souvent on a besoin d'utiliser d'abord un serveur un système de gestion de base de données pour stocker les données de l'entreprise. Nous avons besoin d'un serveur d'application. Alors, chaque entreprise utilise des technologies qui lui conviennent. Il y en a ceux qui travaillent avec la technologie Java J2E, il y en a d'autres qui vont travailler avec .NET, il y a du PHP, il y a du Node.js, donc il y a plusieurs technologies. Mais d'une manière générale, quand vous déployez l'architecture d'une application, vous pouvez dire que l'application se compose en plusieurs couches. Principalement, il y a la couche métier qui représente dans laquelle on implémente les aspects fonctionnels de l'application. Et après, pour accéder aux données, généralement, on a besoin d'utiliser une couche DAO. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. Et souvent, dans la couche DAO, donc, nous avons besoin d'utiliser donc des frameworks comme par exemple GPA, Spring Data, Entity Framework, Doctrine, donc tout dépend des technologies. Et après, par la suite, pour développer la couche web de l'application web, donc on va développer souvent une couche web. Et pour développer l'application web, donc nous avons dit qu'il y a deux approches. Il y a l'approche rendue côté serveur et l'approche rendue côté client. Et après, vous avez une entreprise qui dispose d'une architecture, de cette architecture. Vous avez une autre entreprise qui dispose de la même chose, d'un autre serveur de base de données qui peut être différent, d'un serveur d'application qui peut être également différent, d'une application qui peut être développée avec une technologie qui est différente. Alors maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que d'une manière générale, parfois, une application qui se trouve dans une machine ou bien une application d'une entreprise a besoin de faire appel aux fonctionnalités d'une autre application qui se trouve dans un autre système d'information. Donc on va se retrouver donc c'est-à-dire dans le cadre d'une application qui est déployée dans une machine qui peut utiliser une technologie quelconque, par exemple du Java. Et après, vous avez une application, par exemple, qui est développée avec .NET. Et après, par la suite, nous avons besoin de faire communiquer ces applications. Alors, comment une application qui se trouve dans une machine puisse faire appel aux fonctionnalités d'une application qui se trouve dans une autre machine. Alors, autrement dit, comment faire ce qu'on appelle l'invocation à distance. Comment un objet qui se trouve dans une application, dans une machine, peut faire appel aux méthodes d'un objet qui se trouve dans une autre machine. Alors ça, c'est la problématique. Alors pour cela, en principe, vous savez, vous avez déjà étudié donc une partie sur la programmation réseau. C'est que vous avez appris que pour faire communiquer des applications à travers le réseau, c'est-à-dire qu'ils sont distribués dans plusieurs machines, généralement vous utilisez donc des protocoles réseau comme TCP ou bien UDP. Et donc, si vous voulez faire vous-même résoudre le problème technique de communication réseau, donc vous allez utiliser par exemple des sockets ou les datagrammes, généralement pour établir des connexions entre applications. Alors en principe, donc ça c'est la base de la programmation réseau, si vous voulez, c'est comment utiliser les sockets, comment utiliser donc les serveurs sockets, les datagrammes notamment pour pouvoir faire communiquer les applications. Alors, sauf que dans la pratique, pour les entreprises, généralement, le fait de faire communiquer les applications à chaque fois en écrivant beaucoup de code, en utilisant les sockets, donc c'est une perte de temps et parfois c'est beaucoup d'énergie et parfois il y a des problèmes techniques qui sont un peu délicats à résoudre. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle les middleware.
Donc, c'est pour faire communiquer les applications distribuées d'une manière générale, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle des middleware. Alors, c'est quoi les middleware? C'est-à-dire, c'est des couches intermédiaires qui vont servir pour faire communiquer deux applications qui se trouvent dans deux machines différentes et qui sont déployées parfois dans des plateformes différentes, c'est-à-dire avec des technologies qui sont hétérogènes. Alors en tout cas, pour faire communiquer les applications, donc nous avons besoin d'utiliser donc des middleware. Et parmi les middleware qui sont utilisés, il y a toute une liste donc, que vous allez sans doute étudier au fur et à mesure que vous avancez dans votre cursus de formation. Mais il faut savoir que historiquement, donc il y a d'abord RMI, Remote Method Invocation. Alors en fait, RMI, donc c'est un middleware Java. C'est un middleware qui est fait pour faire la programmation orientée objet distribué Java. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec RMI, un objet qui se trouve dans une machine peut faire appel aux méthodes d'un objet qui se trouve dans une autre machine. C'est comme si les objets se trouvent dans la même application. Donc logiquement, il faut passer par des communications réseau, des sockets, etc. Mais RMI il permet donc de faire cette abstraction et permet donc c'est-à-dire de faciliter la communication entre des objets distribués Java. Donc avec RMI, un objet Java qui se trouve dans une machine peut faire appel facilement aux méthodes d'un objet Java qui se trouve dans une autre application, dans une autre machine. Alors ça c'est pour le principe de RMI. Alors c'est pour cela qu'avec RMI, on dit qu'on est en train de faire la programmation orientée objet distribué. C'est-à-dire que les objets ne sont pas forcément dans la même application, mais c'est des objets qui peuvent se trouver dans plusieurs applications et on peut les faire communiquer d'une manière transparente via la démarche RMI. Alors sauf que RMI c'est un middleware qui est fait pour faire communiquer des applications Java, c'est-à-dire qui se trouvent dans des JVM, des machines virtuelles Java différentes. Si vous avez des applications qui sont hétérogènes, qui sont développées avec des langages différents et des technologies différentes, alors il y a un middleware qui est très ancien aussi, comme d'ailleurs RMI. C'est un middleware qui s'appelle Corba. C'est Common Object Request Broker Architecture. En fait, Corba, la même chose, c'est comme RMI. C'est un middleware qui permet de de créer des applications orientées objets distribués, sauf qu'avec Corba, on n'est pas obligé d'utiliser le même langage de programmation. Avec Corba, on peut faire communiquer un objet C++ avec un objet Java, avec un objet d'un autre langage de programmation, d'une manière transparente. Donc ça, c'est en fait Corba. Alors, sauf que Corba, avant les années 2000, en quelque sorte, c'était le seul moyen qui permettait de faire communiquer des systèmes hétérogènes, c'est-à-dire des applications multilangages et multiplateformes. Alors, sauf que Corba, c'est un middleware qui est lourd à mettre en œuvre, c'est-à-dire c'est assez lourd. Alors, c'est la raison pour laquelle, à partir des années 2000, il y a une alternative de Corba, c'est-à-dire il y a une autre solution qui est venue pour faciliter encore la communication des applications hétérogènes, c'est-à-dire multiplateformes et multilangages. C'est principalement les web services. Alors ça, c'est en quelque sorte les web services. Donc c'est également une technologie, c'est une solution qui permet de faire communiquer des applications distribuées. C'est-à-dire vous avez une application Java, une application PHP, une application .NET. On peut faire communiquer toutes ces applications-là d'une manière facile, transparente, en utilisant les web services. Alors pour les web services, donc au début il y avait une première génération des web services qui a été créée, qui est basée sur le protocole SOAP, WSDL. C'est ce que nous allons voir d'abord. Nous allons voir comment, c'est-à-dire l'architecture de comment développer, comment utiliser donc les web services basés sur le protocole SOAP et WSDL. Et après, par la suite, il y a une deuxième génération du web service qui est basée sur RESTful. C'est plutôt aujourd'hui, donc c'est plutôt on va dire le type de web service qui sont plus utilisés, notamment aussi bien pour les applications web, les applications mobiles, pour les systèmes distribués d'une manière générale.
Pour pouvoir, en tout cas, pour pouvoir donc, c'est-à-dire traiter la problématique du web services, il est fondamental d'abord de passer via les protocoles, plutôt donc l'étude des protocoles SOAP et tous les concepts fondamentaux basés sur les web services. Alors ça c'est en fait en quelque sorte on va dire que les web services c'est la technologie, c'est la solution des middleware la plus utilisée pour faire communiquer les applications distribuées d'une manière générale. Avant on utilisait beaucoup Corba et Remi notamment, mais aujourd'hui depuis quelques années pratiquement c'est la solution la plus privilégiée. Mais dans les systèmes généralement parfois on peut, on va dire, utiliser plusieurs technologies. On peut bien utiliser RMI quand il s'agit des applications distribuées Java. Ça peut être utile. Mais généralement, comme je disais, on peut utiliser Corba, on peut utiliser les web services, etc. Alors, sauf qu'il faut comprendre également une chose, c'est que dans les systèmes distribués, dans les middleware, il y a deux manières de faire communiquer les applications distribuées. On peut les faire communiquer soit d'une manière synchrone ou bien asynchrone. Alors, si vous voulez faire de la communication asynchrone, c'est-à-dire vous voulez faire communiquer les applications d'une manière asynchrone, je vais vous expliquer c'est quoi la différence tout à l'heure. Donc, il y a des middleware dits orientés messages qui sont utilisés et qui permettent notamment de faire communiquer les applications d'une manière asynchrone. Alors, parmi ces solutions, ces middleware, il y a JMS, Java Message Service, donc, qui est en quelque sorte une API qui est fournie dans les spécifications de J2E et qui permet de faire communiquer les applications distribuées d'une manière asynchrone. Mais après, il y a des protocoles qui ont été créés après par la suite comme IMQP, comme Stomp et MQTT. Donc, tout ça, c'est des protocoles qui sont assez connus. Et pour faire communiquer les applications d'une manière asynchrone, donc on va utiliser ce qu'on appelle des brokers, c'est-à-dire des middleware orientés messages. Parmi ces brokers les plus connus, donc on peut citer par exemple ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka. Donc tout ça, c'est des technologies qui sont utilisées pour faire communiquer les applications d'une manière asynchrone. Alors ça c'est un aperçu d'abord sur l'architecture d'une manière générale. Alors maintenant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il se peut parfois qu'il y ait un utilisateur, un client qui envoie une requête HTTP vers la couche web de l'application pour par exemple effectuer un traitement. La couche web va faire appel à la couche métier pour effectuer le traitement. Alors pour effectuer le traitement dans la couche métier, parfois on peut accéder à la base de données pour récupérer des données. Dans ce cas-là, on va utiliser la couche DAO. Bien, alors donc je disais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un client web, par exemple, qui envoie une requête HTTP vers la couche web va faire appel à la couche métier pour effectuer des traitements. Parfois pour effectuer les traitements, si les données, c'est-à-dire se trouvent dans le même système d'information, souvent on va s'appuyer sur la couche DAO. Mais parfois pour récupérer par exemple des données, nous avons besoin de faire appel à un autre système d'information. Ça veut dire que la couche métier elle-même, pour effectuer des traitements, il a besoin d'accéder à des services distants. Au lieu que ce soit une couche DAO par exemple qui permet d'aller vers la base de données locale. Parfois pour que en fait, la couche métier effectue des traitements, il a besoin d'accéder à des services distants. C'est-à-dire il a besoin d'appeler par exemple les traitements qui se trouvent dans une couche métier d'une autre application. Alors par exemple, vous avez ici la banque, vous avez la bourse. L'application de la banque, à un moment donné, il a besoin de faire appel à des fonctionnalités de l'application qui se trouve par exemple de la bourse, des cotations. Et après, pour cela, il a besoin d'une solution. Alors comment connecter les systèmes d'information? Comment automatiser l'échange de données entre les applications distribuées? Alors, d'une manière générale, donc nous avons besoin de passer via utiliser les middleware. Après, dans ces middleware-là, il faut juste noter que pour faire communiquer les applications, il y a deux modèles. Il y a le modèle synchrone et asynchrone. Alors justement, je vais en parler un petit peu donc, pour les middleware synchrone et asynchrone. Alors pour la communication synchrone, d'une manière générale, qu'est-ce qui se passe?
Bon, ce qui se passe généralement, c'est que vous avez un service A. Bon, il y a un service A, par exemple, une application A ou bien un objet A qui se trouve dans une machine. Pour qu'il puisse communiquer avec un service B qui se trouve dans une autre machine, d'abord, la première des choses que va faire le service A, il doit d'abord établir une connexion vers le service B. Alors, généralement, pour établir la connexion, on va utiliser généralement des sockets. Alors, si le service B n'est pas disponible, c'est-à-dire si le service B n'est pas démarré, il n'y a pas de communication. Alors, si le service B est démarré, le service A va établir la connexion. Ensuite, il va envoyer une requête vers le service B pour lui demander un service. Et quand le service A demande au service B, c'est-à-dire quand il envoie une requête vers le service B, ben, le service A est bloqué. Le service A attend, est bloqué jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse. C'est-à-dire que quand le service A envoie la requête HTTP, plutôt la requête vers le service B, ben, le service B, tant qu'il est en train de faire des traitements, ben, tout simplement le service A attend jusqu'à ce que le service B retourne un résultat et le service A récupère le résultat et après il peut passer à la suite. Donc ça veut dire que ici dans la communication synchrone, c'est une communication bloquante. La communication distribuée synchrone, c'est une communication bloquante. Ça veut dire que si une application A s'appuie sur une application B, alors si l'application B prend beaucoup de temps à répondre, pour des raisons de performance ou pour des raisons de communication réseau, etc., et bien, tout simplement, le service A est débloqué jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse du service B. Donc ça, c'est le principe de base de la communication synchrone. Alors pour faire la communication synchrone distribuée, donc on peut utiliser des modèles de communication synchrone comme RMI, comme CORBA, les web services, SOAP, REST, le protocole HTTP, etc. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont très courants dans les applications. Ils sont très pratiques dans un certain nombre de situations, mais dans d'autres situations, la communication synchrone n'est pas forcément la meilleure solution pour les applications distribuées. Alors, parfois, l'idéal, c'est d'utiliser plutôt, d'aller vers plutôt une communication asynchrone. Alors, dans le cas de la communication asynchrone, en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le service A, pour qu'il puisse communiquer avec le service B, nous avons besoin de passer via un intermédiaire. Alors, cet intermédiaire, c'est un serveur qui s'appelle un broker, un provider. Alors, en fait, parmi les brokers qui sont assez connus, qui sont utilisés, on peut citer par exemple RabbitMQ, ActiveMQ, HornetMQ, Kafka, broker. Alors, il y a plein de brokers qui existent déjà. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que pour que le service A puisse communiquer avec le service B, ben, tout simplement, il va se connecter vers le broker. Alors, en fait, le broker, lui, il va assurer la disponibilité, c'est-à-dire il va vous garantir qu'il est toujours disponible pour transmettre votre message. Donc, le service A va établir la connexion vers le broker. Ensuite, le service A envoie un message vers le broker. C'est-à-dire que le message qui est à destination du service B, il est envoyé vers le broker. Et après, qu'est-ce qu'il va faire le broker? Il va regarder si le service B est connecté. S'il est connecté au moment où le service A envoie le message, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle la messagerie instantanée. C'est-à-dire que dès que vous envoyez un message à partir de l'application A, automatiquement l'application B va le recevoir. C'est-à-dire que c'est le broker qui va pousser le message vers le service B. Alors c'est le cas par exemple, c'est le cas des applications que vous utilisez comme WhatsApp par exemple, dans laquelle quand vous écrivez un message, vous voulez envoyer un message à une personne, vous écrivez votre message, dès que vous l'envoyez, votre message il est destiné vers un broker. Et après, le broker, donc si votre destinataire est connecté, il va tout simplement, le broker va lui délivrer le message. Alors dans ce cas-là, on est dans la messagerie instantanée. Mais si le service B n'est pas disponible, n'est pas connecté, c'est pas grave, ça ne va pas empêcher le service A d'envoyer le message. Donc le service A envoie le message au broker. Ben, le broker, il va stocker ce message. Si le service B n'est pas disponible pour le moment,
ce broker, il va le stocker dans une file d'attente. Alors après, donc, il y a, en fonction du modèle de communication, il y a deux types de files d'attente. Il y a ce qu'on appelle les files d'attente de type topic et des files d'attente de type queue. Mais tout ça, c'est toujours le même principe. Donc, on aura l'occasion donc de discuter de en fait, la différence. Mais en tout cas, vous avez des files d'attente. Alors, le message, généralement, il va arriver vers la file d'attente, topic par exemple. Et ce message, il va rester dans la file d'attente. Dès que le service B, dès que l'application B1 par exemple se connecte vers le broker, alors automatiquement, tout simplement le broker va lui délivrer les messages. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui se passe pour WhatsApp. Quand vous n'êtes pas connecté, ça ne va pas empêcher les personnes à vous envoyer des messages parce qu'ils vont être stockés par le provider ou bien par le broker dans les files d'attente. Et dès que je me connecte, et bien tout simplement je reçois la liste en fait l'ensemble des messages qui sont stockés dans les files d'attente. Alors et après le service B peut envoyer la réponse de la même manière. Là c'est le modèle de communication asynchrone. C'est ce que vous faites généralement quand vous échangez des SMS ou bien quand vous utilisez des applications de messagerie. Donc c'est la communication asynchrone. Alors, c'est quoi l'avantage de la communication asynchrone? D'abord, c'est une communication qui n'est pas bloquante. C'est-à-dire que quand le service A a besoin de communiquer avec un autre service distribué, ben, tout simplement, il lui envoie le message. Mais quand il lui envoie le message, il ne va pas attendre jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse. Donc, il envoie le message, il n'est pas bloqué, il peut continuer à faire autre chose. Et une fois que... pourquoi il ne va pas attendre? Parce que d'abord, il a la garantie que le message qui est envoyé va être délivré. Qui lui donne cette garantie? C'est le provider, c'est le broker. Donc le broker, il vous garantit que si vous lui donnez un message, lui, il va se débrouiller avec tous les moyens dont il dispose pour délivrer le message au service de destination. Alors, donc, il envoie le message, il n'est pas bloqué, il fait un traitement en attendant la réponse. Et dès qu'il y a une réponse qui arrive, et bien, tout simplement, il reçoit une notification. Alors, quand il reçoit une notification, donc, il peut traiter le message. Généralement, au niveau des applications, on crée ce qu'on appelle les listeners. En fait, les listeners, c'est-à-dire c'est un listener qui attend la réception de message. Dès que le message arrive, le message va être traité. Et la communication peut se faire de cette manière. Donc c'est pour cela que quand on a un problème, si on a des problématiques de système distribué, dans lequel vous avez d'abord, on a besoin en fait, la haute disponibilité, c'est-à-dire nous avons besoin d'utiliser un mécanisme qui va garantir que la communication va se faire quel que soit l'état des applications. Et quand vous avez le nombre de messages échangés généralement est très important entre les applications, généralement, le modèle le plus en fait, approprié, c'est le modèle de middleware de type asynchrone, c'est-à-dire des middleware orientés message. Alors en tout cas, donc ça c'est l'architecture d'une manière générale. Alors après, bon, il y a des modèles qui peuvent être utilisés, comme je disais, donc il y a GMS. C'était en fait l'API qui fait partie des spécifications J2E. Mais après, par la suite, il y a des protocoles qui ont été développés, réseau, qui sont orientés messages, qui sont créés, développés pour faire la communication asynchrone, comme les protocoles AMQP, STAMP, MQTT. Alors tous ces protocoles-là sont très courants dans les applications. Alors MQTT, donc pour par exemple pour les applications basées sur l'IoT, Internet des objets, généralement c'est très pratique. Pour faire par exemple des applications de chat pour échanger du texte, le protocole STAMP il est très pratique. Pour faire la communication entre les applications avec des données binaires, etc. Donc on va utiliser AMQP. AMQP c'est un peu plus général, si vous voulez, on peut faire tout modèle de communication, on peut implémenter tous les modèles de communication. Et après pour cela donc vous avez besoin d'utiliser des brokers. Alors parmi les brokers donc il y a RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka. Alors Kafka, c'est en fait, maintenant, si vous avez une problématique de big data, c'est-à-dire quand vous avez la quantité de messages à traiter, généralement, devient très importante. Alors souvent, la meilleure solution, c'est d'utiliser des brokers comme Kafka.
mais également donc d'autres peuvent être utilisés de la même manière. Mais Kafka, effectivement, il a été créé pour les applications généralement dans le contexte des problématiques Big Data. C'est-à-dire quand le nombre de messages échangés par les applications est très important. J'imagine par exemple pour les applications de IoT, vous avez plein d'objets connectés et après tous les objets connectés ont besoin de communiquer. À chaque fois, les capteurs ils reçoivent des informations. Alors ces informations-là, ils vont être poussées vers le broker. Et après, côté broker, il y a des applications qui vont se charger de traiter en temps réel parfois donc ces messages. Tout simplement, donc toutes les applications vont venir se greffer au broker pour pouvoir, soit pour publier des messages, soit pour consommer des messages. Alors en fait, ce modèle-là, donc c'est ce qu'on appelle le modèle qui est consommé. Voilà. Alors si en fait, ça c'est juste l'idée de base. Est-ce que c'est clair donc pour cette introduction? J'entends plus de voix aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, C'est monsieur. clair, monsieur. Oui, Oui, monsieur. voilà. Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, de temps Oui, en temps. monsieur, c'est clair. Oui, merci. Oui, monsieur, c'est clair. Ok. Alors maintenant, donc comme je disais, donc voilà, donc il y a plusieurs, mais vu le temps, donc bien sûr, donc c'est très serré. Donc nous allons nous limiter sur, on va dire, les modèles que vous allez beaucoup utiliser, c'est-à-dire que vous allez beaucoup utiliser, et particulièrement, je pense aussi à votre stage, c'est-à-dire de cette année, en entreprise, souvent, donc vous aurez besoin d'utiliser les web services d'une manière générale. Alors c'est pour cela, donc, c'est-à-dire, je vais commencer justement par cette partie web service, mais normalement, c'est dans un contexte où il y a un peu plus de temps, ce qui serait l'idéal pour faire les systèmes distribués, c'est d'abord de s'arrêter sur d'abord la programmation réseau avec les sockets, pour voir les deux modèles multi-thread avec des entrées-sorties bloquantes et single-thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Ça c'est la première, c'est la base. Ensuite, il faut passer via RMI, donc pour voir comment utiliser RMI, comment faire la programmation orientée objet distribuée avec RMI, faire un petit aperçu sur Corba de la même manière, et après, par la suite, on peut passer vers les web services. Et une fois qu'on termine les web services, généralement, on étudie les modèles de middleware orienté message. On commence souvent par GMS, donc Java Message Service. Et après, par la suite, on traite donc les autres cas de modèles, comme par exemple donc, le modèle RabbitMQ et Kafka. Alors ça, c'est globalement le contexte du cours. Alors maintenant pour vous, en fait, tout ça est programmé pour l'année prochaine. C'est-à-dire il y aura une suite parce qu'en fait, vous avez, d'ailleurs pour les deux filières, donc cette partie-là, c'est une partie qui est commune. Pour les deux filières, donc vous allez vous retrouver l'année prochaine sur ces parties-là, notamment avec l'étude des modèles de communication asynchrone, etc. Donc tout ça, vous allez le faire. Voilà, alors maintenant, c'est quoi les web services? Alors en fait, les web services, ce sont des composants web qui sont basés sur deux choses. D'abord sur le protocole HTTP et sur la technologie XML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les web services, on n'a pas réinventé la roue. Donc ce qui est en fait utilisé dans les web services, c'est qu'on va utiliser quelque chose qui marchait déjà pour un protocole qui est pratiquement utilisé par toutes les applications, c'est le protocole HTTP. Donc ça c'est la première des choses, c'est un prérequis, c'est quelque chose qui existe déjà. Et après, on va utiliser le protocole HTTP, c'est pour échanger des messages entre les applications. Et ces messages donc sont au format XML. Alors au début c'était XML, mais après par la suite il y a le format JSON, il y a d'autres formats qui sont utilisés pour échanger les messages entre les applications. Donc d'une manière générale, les web services permettent aux applications de faire appel à des fonctionnalités à distance. Donc dès que vous parlez web service, c'est pour, quand vous créez un web service, c'est pour être consommé par une application à distance. C'est-à-dire qu'il y a une autre application qui se trouve
qui se trouve à distance qui a besoin d'utiliser ces fonctionnalités. Donc on est bien dans le cas d'échange de données entre les systèmes distribués. Donc les web services permettent aux applications de dialoguer à travers les réseaux. Donc indépendamment d'abord de la plateforme d'exécution et indépendamment des langages de programmation. C'est-à-dire on peut faire communiquer des applications multilangages et multiplateformes et qui peuvent être bien sûr déployées dans des plateformes qui sont différentes. Et il faut juste noter que les web services, en quelque sorte, s'inscrivent dans la continuité d'un middleware que je viens de décrire, c'est Corba, qui existait avant, c'était le standard des systèmes répartis, Common Object, plutôt Request Broker Architecture. Donc ça, c'est le standard des systèmes répartis. Et comme je disais, donc, les web services sont venus comme alternative, c'est-à-dire, en principe, depuis qu'il y a les web services, on utilise maintenant rarement Corba, mais il faut savoir quand même que Corba, donc c'est, on va dire, le middleware de référence et le middleware de base pour les systèmes répartis. Alors, c'est quoi l'idée de base des web services? Alors, l'idée de base du web service, c'est la suivante. C'est qu'un web service, c'est quoi? En fait, un web service, c'est un objet. Bon, un web service, c'est un objet. Par exemple, ici, j'ai un web service, c'est une classe banque service. Alors, c'est une classe que vous créez avec un langage de programmation dans lequel vous mettez des méthodes. Par exemple, j'ai une méthode conversion qui permet de convertir un montant, par exemple, de l'euro en dirham. Donc, il reçoit un montant en entrée, il retourne un montant, par exemple, à la sortie. J'ai une méthode getCount qui permet de consulter un compte. Et j'ai une méthode getCount qui permet de consulter la liste de comptes. Donc, ça veut dire qu'un web service, d'abord, c'est un objet que vous implémentez avec un langage de programmation. Vous pouvez créer un web service avec n'importe quel langage. Alors, sauf que pour que les fonctionnalités de ce web service soient accessibles à distance, ben, il faut qu'il soit déployé dans un serveur web, c'est-à-dire un serveur HTTP. Alors, si le web service est déployé dans un serveur HTTP, eh bien, tout simplement, pour qu'un client qui se trouve dans une autre machine, qui se trouve dans une autre application, pour qu'un client qui peut être développé avec n'importe quel langage, par exemple ici, vous avez développé le web service avec Java, par exemple, et après le client peut l'écrire avec du PHP ou bien .NET, Java, COBOL, peu importe. Donc, pour qu'un client développé avec n'importe quel langage, pour qu'il puisse faire appel aux méthodes d'un web service, pour qu'il puisse consommer le web service, il a tout simplement besoin d'envoyer une requête HTTP, envoyer une simple requête HTTP, dont le corps contient un message XML. Alors donc l'idée c'est quoi? C'est que envoyer une requête HTTP, vous savez que dans une requête HTTP, il y a les headers, les en-têtes, il y a le corps de la réponse. Alors pour les web services basés sur le protocole SOAP, le client envoie une requête HTTP dont le corps contient un message XML. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML? Bon, c'est un message standard dans lequel vous allez trouver un élément enveloppe, header, body. En fait, header généralement, il peut être utilisé pour transmettre en fait des informations. Dans la majorité des cas, c'est vide. Oui, donc c'est un élément qui est un petit. Et le plus important dans une requête HTTP, c'est la partie body. Pourquoi? Parce que dans le body, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici le nom de l'opération que vous voulez exécuter. Par exemple, ici, ce client envoie une requête HTTP pour demander d'exécuter une opération qui s'appelle conversion. Alors ici, donc, vous voyez la balise conversion. Entre conversion / conversion, vous avez le montant. Pourquoi? Parce que pour faire appel à la méthode conversion, il faut transmettre les paramètres. Alors, dans notre cas ici, la méthode conversion, il a besoin de récupérer un montant. Et c'est pour cela ici, donc, vous voyez, entre conversion et / conversion, vous avez le montant. Le montant, c'est le paramètre. La balise montant, 12 / montant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le client envoie une requête HTTP dans laquelle il y a un message XML pour demander au serveur web, vous voyez, donc c'est une demande, je demande au serveur web d'exécuter une opération qui s'appelle conversion avec un paramètre montant égal à 12.
Alors généralement, cette requête-là, HTTP, arrive vers le serveur HTTP. Et le serveur HTTP, généralement, il va utiliser, côté serveur, il va utiliser une librairie, soi-disant un middleware, côté serveur, qui va se charger de récupérer cette requête, ce message XML. Alors dans notre cas, nous allons utiliser... Donc, je disais que, en fait, quand le serveur HTTP reçoit la requête HTTP, il va se baser sur un middleware côté serveur. C'est une librairie généralement qui va se charger d'analyser ce message-là. Alors dans notre cas, dans les applications Java J2E, il y a une spécification qui fait partie de J2E qui s'appelle JAX, Java J2E qui s'appelle JAX-WS. Alors par exemple avec JAX-WS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement il va lire ce message XML. Et quand il va le lire, il va tout simplement le comprendre facilement. Il va comprendre que voilà, le client a demandé d'exécuter la méthode conversion avec le montant égal 12. Donc automatiquement, c'est JAX-WS qui va faire appel à la méthode conversion du web service. La méthode s'exécute, il lui transmet le montant 12. La méthode s'exécute, il va retourner un résultat. Et ce résultat-là, il va l'envoyer au client dans une réponse HTTP qui contient également un message XML. Alors la même chose, ce message XML, dans la réponse, il respecte un format bien spécifique. Alors on trouve toujours enveloppe, body, et après body, vous avez conversion response. Alors c'est-à-dire si soi-disant la réponse à l'appel de la méthode conversion. Et ici, ce que vous trouverez une balise return. Et entre return et /return, vous avez 132. Alors 132, ça représente quoi? Ça représente tout simplement si le résultat retourné par l'exécution de cette méthode. Alors maintenant, ce message XML va être reçu par le client. Et de la même manière, le message côté client, il va utiliser une librairie en fonction du langage utilisé qui va permettre d'analyser, de lire ce message-là et d'aller extraire le résultat à partir donc de messages XML. Alors c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est le principe de base du web service basé sur le protocole SOAP. Voilà, alors donc ici c'est l'idée de base. Alors sauf que quand on va travailler avec les web services, donc c'est-à-dire ce message, ce message XML que vous voyez là qui respecte ce format-là, quand on échange des messages XML qui respectent ce format, on dit qu'on utilise un protocole qui s'appelle SOAP. Alors SOAP, ça veut dire Simple Object Access Protocol. Alors c'est quoi en fait une requête SOAP? Une requête SOAP, c'est une requête HTTP. C'est une requête HTTP. Vous voyez bien qu'il utilise toujours la méthode POST. Donc il fait appel au web service. Il y a des headers. C'est une requête HTTP. Alors parmi les headers, il y a souvent accept c'est XML et content type c'est XML. Comme quoi le client envoie du XML et il attend le résultat format XML. Bon, ça c'est en fait pour les web services basés sur SOAP, c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a le corps. Donc, après les headers, il y a une ligne vide, vous savez, dans le protocole HTTP. Et après, qu'est-ce qu'il y a après dans le corps? Il y a tout simplement le message XML. Donc, on peut dire qu'une requête HTTP, c'est plutôt une requête SOAP, c'est une requête SOAP, c'est une requête HTTP dont le corps contient un message XML. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce message XML? Il y a le nom de l'opération à exécuter et les paramètres de l'opération. Alors, c'est quoi une réponse SOAP? Une réponse SOAP, c'est une réponse HTTP dont le corps contient un message XML. Qu'est-ce qu'il y a dans les headers? Bon, dans la requête HTTP, dans la réponse HTTP, il y a les headers. Il y a la date, le serveur, la date de dernière modification, le type de contenu, etc. etc. Donc là, c'est les headers HTTP classiques. Et après, il y a le corps de la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le corps de la réponse? Il y a tout simplement un message XML qui contient la réponse du web service. Alors, dans lequel on trouve souvent
bien sûr, le résultat retourné par l'opération qui est exécutée. Alors, sauf que pour travailler avec en fait, les web services basés sur le protocole SOAP, il faut d'abord connaître ce qu'on appelle les concepts fondamentaux des web services. Alors, en fait, il y a trois concepts fondamentaux des web services basés sur le protocole SOAP. Alors, quels sont ces trois concepts? D'abord, il y a le protocole SOAP. SOAP, ça veut dire Simple Object Access Protocol, c'est ce que je viens de définir. Donc, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages XML entre les applications. Donc, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages XML entre les applications. Et ces messages XML sont transportés par un protocole. Dans la majorité des cas, c'est le protocole HTTP. Ça veut dire que le message XML que vous voyez là, c'est-à-dire un message SOAP, on peut également le transporter. On peut utiliser un autre protocole autre que HTTP pour le transporter. Donc, mais d'une manière générale, c'est le protocole HTTP qui est utilisé. Donc, vous pouvez dire qu'une requête SOAP, c'est une requête HTTP dont le corps contient un message XML qui consiste à demander au web service d'exécuter une opération. Et une réponse SOAP, c'est une réponse HTTP dont le corps contient un message XML qui contient le résultat retourné par le web service. Alors, ça, c'est le premier concept. Alors, le deuxième concept, c'est le WSDL. Alors, WSDL, ça veut dire Web Service Description Language. C'est le langage de description du web service. Alors, c'est quoi en fait le WSDL? Alors, si je reviens un petit peu en arrière ici, vous avez un web service qui contient des méthodes. Et un client, pour qu'il puisse consommer le web service, ben, il a besoin de connaître quoi? Il a besoin de connaître la description du web service. Donc, il a besoin de connaître comment s'appellent les méthodes, c'est-à-dire quelles sont les différentes méthodes qui se trouvent dans le web service, et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et quels sont les paramètres de sortie. Ça veut dire qu'il a besoin de connaître l'interface du web service, le client. Alors justement, pour décrire l'interface d'un web service, pour faire la description de l'interface d'un web service, eh bien, tout simplement, on va utiliser un fichier XML qui s'appelle le WSDL. Alors, c'est quoi donc le WSDL? C'est un document XML qui permet de faire la description de l'interface d'un web service. Alors, autrement dit, qu'est-ce qu'on va trouver dans le WSDL? On va trouver quelles sont les différentes méthodes et quels sont, pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et quels sont les paramètres de sortie. Donc, ça, c'est principalement les informations qu'on va trouver. Bien sûr, il y a d'autres informations qu'on va trouver dans le WSDL. Alors, justement, pour déclarer la structure d'un web service, pour déclarer ce qu'on appelle le contrat d'échange de données dans le WSDL, et bien tout simplement, on utilise les schémas XML. Alors, vous avez déjà appris dans la technologie XML que pour déclarer la structure d'un document XML, en fait, il y a deux moyens qui sont utilisés, soit les DTD, soit les schémas XML. Alors, ici, donc, le WSDL utilise les schémas XML, c'est pour déclarer la structure en fait de l'interface du web service. Alors en fait le WSDL c'est en quelque sorte c'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'IDL de Corba, parce qu'en fait à l'époque quand on utilisait Corba, donc la même chose, il fallait décrire l'interface des objets distribués en utilisant un langage qui s'appelle IDL, c'est le langage de description des interfaces, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas la technologie XML. Donc, ce qui fait que Corba, pour créer l'IDL, il y a carrément un langage qui a été créé pour la description donc, de l'IDL. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée sur, c'est un petit peu l'équivalent au niveau de la démarche Corba. Alors ça, c'est donc, il faut retenir, donc WSDL, c'est un document XML qui permet de faire la description de l'interface d'un web service. Alors, le troisième concept fondamental des web services, c'est les annuaires UDDI. Alors, Universal Description, Discovery and Integration. Alors, c'est quoi en fait UDDI? UDDI, c'est un annuaire qui permet d'un côté de publier les web services par ceux qui créent les web services et de l'autre côté de découvrir ces web services par les clients qui veulent consommer les web services. Alors, autrement dit,
normalement, pour qu'un client puisse consommer un web service, ben, il a besoin de connaître l'adresse du web service. Et nous allons voir que l'adresse d'un web service, c'est une adresse web, c'est HTTP, le nom de domaine, etc. Donc si on connaît l'adresse du web service, donc on peut consommer le web service. On peut commencer à demander à consommer le web service. Mais si je ne connais pas l'adresse, c'est-à-dire si le client ne connaît pas l'adresse où se trouve le web service, il peut retrouver l'adresse du web service dans un annuaire. Et cet annuaire-là s'appelle UDDI. Donc UDDI, il est très pratique dans les architectures orientées services. Pourquoi? Parce que quand vous avez plusieurs entreprises qui développent des web services, moi je suis une entreprise, je viens de développer un web service, mais pour que les autres entreprises puissent consommer ce web service, et bien, tout simplement, je vais publier ce web service dans un annuaire qui s'appelle UDDI. Et comme ça, les autres entreprises, dès qu'ils font appel à l'annuaire, ils peuvent, à travers l'annuaire, donc découvrir, bien sûr, découvrir donc les web services et retrouver donc l'adresse des web services et après invoquer par la suite les web services. Alors, en fait, cet annuaire UDDI, c'est la même chose quand vous cherchez par exemple une entreprise. Supposons que vous ne connaissez pas le numéro de téléphone et l'adresse de l'entreprise. Alors si vous ne connaissez pas l'adresse ou bien le numéro de téléphone, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, tout simplement, vous allez chercher dans l'annuaire téléphonique, le télécontact par exemple, dans lequel vous cherchez. Une fois que vous trouvez donc l'entreprise que vous voulez, vous récupérez l'adresse et dès que vous récupérez le numéro de téléphone, vous commencez à appeler l'entreprise. Donc c'est presque la même chose. Alors dans les architectures orientées services, les applications distribuées peuvent c'est-à-dire se reconnaître, peuvent se découvrir, c'est-à-dire une application peut découvrir une autre application ou bien un web service peut découvrir un autre web service en utilisant l'annuaire. Alors si vous voulez comprendre comment ça se passe, voilà l'architecture, elle est là. Donc vous avez d'un côté, vous avez un web service qui est déployé dans un serveur web, dans un serveur HTTP. Et vous avez un client web qui veut consommer ce web service. Donc vous avez un client qui veut consommer ce web service. Alors, si le client dispose de l'adresse du web service, donc il peut directement enclencher donc la communication avec le web service. Mais si le client ne dispose pas de l'adresse du web service, eh bien, tout simplement, il va passer à travers l'annuaire. Donc en fait, l'annuaire UDDI. Alors, donc comme je disais, donc voilà. Alors si le client ne connaît pas, s'il ne dispose pas de l'adresse du web service, eh bien, tout simplement, il va passer via l'annuaire. Alors, c'est quoi l'annuaire? L'annuaire lui-même, c'est un web service qui est déployé dans un serveur. Et le principe, c'est comment? C'est que quand un web service est déployé dans un serveur, eh bien, tout simplement, le web service va se connecter vers l'annuaire pour s'enregistrer. Alors, c'est une opération d'enregistrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, le web service, en fait, le serveur, en fait, l'application qui déploie le web service va se connecter à l'annuaire pour publier, pour dire voilà, il y a un web service qui s'appelle X et voilà son adresse, voilà les informations sur le web service. Donc ça, c'est la publication au niveau de l'annuaire. Alors après, par la suite, comme je disais, donc si le client web ne dispose pas de l'adresse, il a besoin d'envoyer une requête vers l'annuaire. C'est une requête SOAP, la même chose. Pour faire la découverte, pour découvrir le web service. Par exemple, il va lui dire, je cherche un web service, par exemple, qui permet de donner c'est-à-dire relative à la météo, par exemple, ou bien du web service qui permettent de donner des informations sur la bourse de cotation. Alors donc, j'envoie une requête pour je veux un web service. Et après, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Le serveur plutôt l'annuaire, il va retourner au client l'adresse du web service. Donc, une fois que le client dispose de l'adresse du web service,
maintenant il peut communiquer avec le web service. Alors pour cela, la première des choses que va faire le client, c'est qu'il veut, pour consommer le web service, il a d'abord besoin de connaître le WSDL. C'est-à-dire il a besoin de connaître l'interface du web service, parce qu'il a besoin de connaître comment s'appellent les méthodes et quels sont les paramètres d'entrée et quels sont les paramètres de sortie. Alors pour cela, il a besoin du WSDL. Donc c'est le WSDL qui permet donc de faire cette description. Donc le client, il va envoyer une requête HTTP avec GET vers le serveur web pour lui demander « Donne-moi ton WSDL ». Et après, le serveur va retourner au client dans une réponse HTTP le WSDL. Alors maintenant, le client dispose du WSDL. S'il dispose du WSDL, ça veut dire que logiquement, il connaît la description du web service. Il connaît comment s'appellent les méthodes, quels sont les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, tout simplement l'invocation. Alors, c'est quoi l'invocation? C'est tout simplement envoyer une requête SOAP pour demander au web service d'exécuter une méthode. Le web service exécute la méthode et il retourne une réponse au client. Alors la communication ici au niveau de l'invocation, c'est l'utilisation des protocoles SOAP. Alors vous voyez donc le protocole SOAP, c'est tout simplement c'est HTTP. C'est quoi? C'est échanger des messages XML à travers des requêtes et des réponses HTTP. C'est-à-dire des messages XML qui sont transportés par le protocole HTTP. Et après, par la suite, vous avez une application qui se trouve dans une machine qui va dialoguer, avec une application qui se trouve dans une autre machine. Alors ça, c'est globalement, c'est les concepts fondamentaux du web service. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Alors donc vous voyez donc le principe de base. D'abord, c'est de comprendre ce que les web services, le protocole SOAP, c'est un protocole qui permet de faire dialoguer les applications. C'est pour faire parler les applications à travers les réseaux. C'est pour échanger des messages entre les applications. Et pour cela, pour pouvoir faire dialoguer les applications, ben, il faut d'abord que le client sache, il faut d'abord que le client dispose de l'interface du web service. Et l'interface du web service, il est décrite dans un document qui s'appelle le WSDL. Alors, en fait, le WSDL, c'est ce qu'on appelle le contrat d'échange de données. Pourquoi on l'appelle le contrat d'échange de données? Parce qu'en fait, pour qu'un client puisse consommer un web service, ben, il doit respecter cette description. Il doit respecter les spécifications qui sont décrites dans le WSDL. Et enfin, si le web service, c'est pour dans les architectures orientées services, si généralement les clients, les applications qui consomment les web services ne connaissent pas l'adresse du web service, et si dans l'architecture il y a à chaque fois des nouveaux web services qui sont créés, le moyen qui va permettre facilement aux applications qui vont consommer ces web services de les retrouver, c'est de passer par un annuaire UDDI. Et l'annuaire UDDI lui-même, c'est un web service basé sur le protocole SOAP et qui peut être consommé par les clients. Ça veut dire que la communication ici, c'est-à-dire quand j'enregistre un web service, c'est une requête SOAP. Et la même chose ici, quand je découvre le web service, c'est une requête SOAP. La communication entre le client, le dialogue entre le client et le serveur, c'est le protocole SOAP. Et pour récupérer le WSDL, c'est une simple requête HTTP. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir, pour voir un peu mieux les choses d'une manière assez pratique, nous allons voir comment faire la mise en œuvre du web service basé sur JAX-WS. En fait, dans l'architecture J2E, il y a une spécification qui s'appelle JAX-WS. Avant, il y avait une spécification qui s'appelle JAX-RPC, très ancienne. Donc JAX-WS a été introduite à partir de Java 6. Depuis que les annotations ont été introduites dans Java 5, donc JAX-WS a été utilisé pour créer facilement et consommer facilement les web services. Alors en fait, donc, comme je disais, donc, avec JAX-WS,
C'est quoi? JAX-WS, c'est d'abord, c'est une librairie c'est une spécification qui fait partie de Java. C'est-à-dire quand vous installez un GDK, si vous avez un GDK 8 par exemple, en principe, JAX-WS, c'est-à-dire dans le GDK, il y a une implémentation par défaut de JAX-WS. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin en principe d'ajouter des librairies supplémentaires pour utiliser le web service. Donc l'idée c'est quoi? C'est que pour utiliser JAX-WS, créer un web service, c'est tout simplement créer une classe. Par exemple, ici vous avez une classe banque service qui contient la méthode conversion, la méthode test et la méthode getCount, avec S. Alors pour que cette classe, c'est-à-dire devient un web service, on va utiliser des annotations JAX-WS. Alors parmi ces annotations, il y a l'annotation web service. Alors ici donc il faut la placer sur la classe. Alors l'annotation web service, c'est pour indiquer qu'il s'agit d'un web service. Et après, comment il s'appelle le service? Le service, si vous voulez lui donner un nom, on va utiliser donc service name égale banque WS. Donc ça c'est le nom du web service. Et après par la suite, les méthodes. Chaque méthode peut être annotée avec l'annotation web méthode. Alors pour que la méthode fasse partie du web service, il faut l'annoter web méthode. Et si vous voulez lui attribuer un nom différent que celui de la méthode elle-même, vous pouvez utiliser operation name et le nom d'opération. Alors ici donc c'est conversion euro dirham. Alors en fait, si vous voulez, le nom de l'opération du web service peut être différent du nom de la méthode. C'est-à-dire que le client qui va consommer le web service, quand il envoie une requête SOAP, ce qu'il va envoyer ici dans la requête SOAP, le nom de la méthode, ce n'est pas celle-là, mais plutôt c'est operation name, c'est-à-dire c'est conversion euro to dirham. Alors la même chose, dans une méthode, quand vous avez des paramètres, par exemple ici vous avez un paramètre MT, si vous voulez lui attribuer un nom au niveau du WSDL, et bien tout simplement on va utiliser la notation webParam. Alors par exemple ici webParam name égale montant. Alors ça veut dire que ici normalement si vous voulez faire appel à cette méthode là, je vais zoomer un peu ici, il faudrait envoyer une requête SOAP dans laquelle vous trouverez ici c'est conversion euro dirham et ici donc c'est le paramètre montant et non pas MT et non pas arc0. Donc ça c'est comme ça que ça se passe. Et ainsi de suite. Vous avez donc la notation web méthode, web param. Bon, globalement, dans un premier temps, nous allons utiliser donc ces trois annotations, web service, web méthode, web param. C'est pour en quelque sorte annoter pour créer un web service basé sur JAX-WS. Alors on va voir ça à travers un exemple d'application. Alors sauf que avant de vous montrer un exemple d'application, je dois quand même vous parler de quelque chose qui est très important dans les spécifications JAX-WS. C'est que quand vous envoyez une requête HTTP ou bien une requête SOAP au serveur pour exécuter une méthode, par exemple vous appelez la méthode getCount, la méthode getCount va créer un count, il va retourner un objet count, mais cet objet count là, il va être sérialisé, il va être envoyé au client au format XML. Ça veut dire que toutes les données envoyées vers le client, c'est des données qui vont être sérialisées au XML, ça veut dire qu'il y a la sérialisation XML. Donc alors dans Java, dans JAX-WS, dans Java d'une manière générale, ça vous devrez le savoir, c'est pour sérialiser un objet Java en XML, ou bien l'inverse. À partir de XML, retrouver un objet Java, c'est-à-dire désérialiser un objet désérialisé XML, on utilise une librairie qui s'appelle JAX-Binding, JAXB. En fait, JAXB, c'est une librairie qui fait partie de Java et qui permet de faire ce qu'on appelle le mapping objet XML, OXM. Mapping objet XML. C'est-à-dire quoi mapping objet XML? C'est-à-dire convertir un objet Java en XML. À partir de XML, je peux construire l'objet Java. À partir d'une classe, je peux générer un schéma XML.
Et à partir d'un schéma XML, je peux générer une classe. Alors, il y a le mapping objet XML. Alors, pour le faire dans Java, il y a JAXB. Ça veut dire que JAXWS n'a pas créé une librairie, une nouvelle librairie pour faire ça. Donc, il va se baser sur JAXB qui fait partie de Java. Alors, voilà. Alors maintenant, on va voir un exemple d'application